Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, très chaude, très brûlante, en termes d'actu. Voilà. Donc, nous allons parler du YCC au Japon. Donc c'est le Yale Curve Control. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va le voir tout de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une actu très brûlante, très chaude, très explosive, potentiellement. Et donc là, on va retrouver mon ami trader de hedge fund qui va vous montrer à nouveau le processus de réflexion qui est le sien et qui fait qu'il pense qu'on se dirige vers une cata planétaire sur les bourses, sur l'ensemble des bourses de la planète, et les conséquences seront assez violentes. Maintenant, ça n'est qu'un scénario, hein, il le dit lui-même, et vous allez le voir dans un instant. Et je vous en dis pas plus pour le moment, je vais le laisser vraiment faire son speech. Sachez qu'il est intervenu sur la vidéo précédente, la toute première qu'il a fait il y a 8 mois de ça, et la vidéo que j'ai publiée pas plus tard que tout à l'heure, que j'affiche juste là également. Il faut vraiment que vous les regardiez les deux parce qu'elles vous permettent d'apprendre et de comprendre quels sont les processus de réflexion qui sont les bons qu'il faut avoir, quels sont les mécanismes qu'il faut avoir quand on réfléchit à savoir, pour savoir vers quoi est-ce qu'on va, hein, comme pour faire du trading. Voilà. Ça va porter tout le monde à condition de se mettre dans le bon chemin, on va dire. Allez, j'arrête de trop vous en dire. Je vais céder la parole à mon ami ici présent. C'est parti. Bonjour, bonjour, mon cher trader de hedge fund. Je suis ravi, hein, c'est la toute première fois que tu interviens sur ma chaîne. C'est pas simple de te convaincre, tu as un emploi du temps titanesque, littéralement. Et enfin, tu participes sur ma chaîne après quasiment 2 ans depuis que je l'ai lancé. Alors, donc, tu étais déjà, alors pour les spectateurs, hein, je précise, tu étais déjà intervenu en m'ayant partagé une vidéo, hein, dans le cadre de ton job, hein, que tu avais déjà réalisé. Et donc c'est, celle qui était intitulée «Un trader de hedge fund nous apprend l'analyse, fondamentale», que je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vraiment une pépite. Tant enfin, du fait, hein, que tu as ce truc de rentrer vraiment dans l'analyse technique et d'avoir à cœur de la partager, le processus de réflexion. Et également, sur l'autre vidéo, hein, que tu avais fait au début décembre, le 4 décembre dernier, en même temps que moi j'avais d'ailleurs fait la mienne. J'aurais bien aimé d'ailleurs que tu me l'aies partagée à ce moment-là pour que je puisse, la publier sur ma chaîne à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, on le fait maintenant. Et puis ce qui est bien, c'est que ça permet de voir ce qui s'est passé, entre début décembre et maintenant. Et c'est vraiment, vraiment concret, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment une pépite cette vidéo, tout comme toutes tes interventions. Et aujourd'hui, le sujet, hein, que j'aimerais vraiment qu'on aborde, c'est le Japon. Parce qu'on historiquement, on le sait, hein, il y a une guerre de devises assez intense entre le Japon et les USA. Et c'est plutôt chaud en ce moment avec l'YCC. Et je vais te laisser la parole en fait pour, expliquer un petit peu à nos spectateurs ce que c'est que l'YCC et heu et à quoi ça va aboutir, hein, tout ça dans les semaines qui viennent parce que ça va vraiment être décisif, hein, sur le marché. C'est exactement ça, Rachid. Mais déjà, merci de me recevoir sur ta chaîne, ça me fait plaisir. Bon, on se connaît bien, toi et moi, hein, de toute façon, ça fait des années Eh oui, qu'on est amis, d'avoir commencé à bosser sur les marchés ensemble. Mais en tous les cas, enfin, exactement. ça me fait plaisir de te rejoindre. Et oui, c'est vrai que je suis assez busy en général, mais ça me fait plaisir d'intervenir dès que je peux. Donc pour attaquer dans le vif du sujet, ouais, en effet, sur les précédentes, vidéos que je t'ai partagées, en fait, c'était des formations, en fait, que je partageais avec, des clients particuliers avec qui je suis en partenariat. En fait, c'est une société de marketing avec qui je suis en partenariat. Et donc du coup, ils aiment amener du contenu de formation à leurs clients, à leur réseau, et cetera. Donc j'interviens gratuitement assez régulièrement, comme je le fais encore aujourd'hui pour toi, et c'est avec plaisir. L'idée, c'est, que j'explique depuis, on va dire depuis septembre, fin d'été, qu'on a un Japon qui pourrait, faire son pivot. C'est-à-dire que les marchés attendaient un pivot de la Fed, c'est-à-dire que la Fed ralentisse ses hausses de taux, voire les Oui. arrête, voire se retourne, voire fasse un quantitative easing de nouveau. C'est Mmh. la frénésie, des traders actions qui fait que, ils espèrent ce pivot-là. Et moi, je disais que le pivot qu'on pouvait, espérer était le pivot de la Banque centrale du Japon. Alors, il est particulier celui-ci puisqu'il va carrément dans une direction opposée, c'est-à-dire les Japonais sont en stagflation depuis, les années 90, depuis la crise Oui. asiatique. Et le problème qu'il y a, c'est que, ils avaient du mal à contrôler leur inflation. Je vais faire un truc assez schématique et je vais éviter de rentrer dans trop de détails techniques. Mais en gros, depuis 2016, ils avaient lancé une politique, de quantitative easing et en parallèle de contrôle de la courbe des taux. Le contrôle de la courbe des taux, yield curve control, donc YCC. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'idée d'empêcher les dettes souveraines, les rendements des dettes souveraines de monter trop haut,
c'est-à-dire que le marché obligataire soit survendu et que les rendements des dettes obligataires montent trop haut. Donc ils avaient imposé une limite de prix à 0,25 depuis 2016 sur le 10 ans japonais. Donc c'est Mmh. la dette du gouvernement japonais à 10 ans. Donc ils Ouais. avaient imposé une limite, une bande de fluctuation maximale jusqu'à 0,25. Donc ce qui se passait, c'est que jusqu'à maintenant, ils pouvaient le faire, enfin, ils le faisaient et ils arrivent à le faire en intervenant sur le marché assez régulièrement et en achetant des bons du trésor japonais. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans maintenant, on a une inflation qui touche la planète entière. Euh, Majoritairement, on l'a vu dans les pays occidentaux, en France, en Europe et aux US. Le centrisme français, j'ai cité la France en premier, mais en tous les cas, en Ouais. Europe et aux US. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien sûr, les Japonais été touché par cette inflation. On ne va pas rentrer dans le détail de l'inflation. Tu as fait pas mal de vidéos sur l'inflation. Ils sont absolument justes. Et d'ailleurs, tu l'avais anticipé comme Merci. nous avant le début du Tout mouvement. à Et fait. tout le Mmh. monde pense aujourd'hui, a posteriori, que l'inflation était due à la guerre en Ukraine. Mais non, l'inflation, elle a démarré bien avant et on en parlait Mmh. déjà depuis 2 ans. Donc, On est bien clairement. d'accord. On est bien Absolument. d'accord. Et donc, le Japon a été, comme tout le monde, affecté par l'inflation. On a eu le chiffre la semaine dernière de l'inflation au Japon, donc Mmh. le CPI de Tokyo, qui est sorti à 4%. Et donc, qu'est-ce qui se passe en mécanique? C'est que la Banque centrale du Japon, eh ben, elle sait qu'avec une inflation qui monte, le marché va se diriger sur ses dettes en ce sens et vend les bons du trésor, ce qui pousse en fait la Banque centrale à intervenir assez régulièrement. On a eu une grosse intervention encore la semaine dernière sur le marché obligataire japonais par la Banque centrale. J'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs milliards. Je pense que tu dois avoir des graphiques pour pouvoir Oui. le commenter, l'illustrer. Mmh. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale du Japon intervient régulièrement. Et en fait, ce qui se passe depuis un petit moment, c'est qu'elle a pris le contrôle en fait, du marché obligataire. Parce qu'actuellement, en fait, le principal détenteur de dettes obligataires japonaises, bah, c'est la Banque centrale du Japon. Donc, en Oui. fait, il n'y a plus de marché, quoi. Et ce qui se passe en parallèle, c'est que nous, en tant que traders, on se dit, bon, avec une inflation qui est de retour, toi qui essayes de contrôler ta courbe de taux, bah, nous, on va sur le marché swap et du coup, on est déjà en train d'anticiper une sortie. Donc, si tu prends par exemple le swap japonais, c'est assez technique les swaps, mais tu pourras l'illustrer avec un chart. Le swap japonais, en fait, il est passé au-dessus des 1% cette semaine. On avait eu un premier mouvement entre septembre et décembre, on était passé au-dessus des 60 points de base. La Banque centrale du Japon a commencé à modifier son ICC en conséquence au mois de décembre. Je crois que c'était mi-décembre, si je ne me trompe pas. Donc, elle a modifié, c'est-à-dire que sa bande de fluctuation tolérée jusqu'à 0,25, elle l'a modifiée jusqu'à 0,50. Donc, depuis mi-décembre, on est à 0,50 maximal de marge de fluctuation tolérée par la Banque centrale du Japon avant qu'elle n'intervienne. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le rendement japonais à 10 ans qui a passé la barre des 0,50 allègrement cette semaine. Donc, la Banque centrale est intervenue de nouveau, elle a acheté massivement, mais derrière le swap qui anticipe justement ce rendement à terme, Ouais. bah, le swap, il a passé la barre des 1%, des 100 points de base. Donc, ça veut dire que incessamment sous peu, la Banque centrale du Japon va falloir qu'elle y réfléchisse. Soit elle élargit à nouveau sa banque de fluctuation, ou soit elle met un terme définitif à son contrôle de la courbe des taux. Et à ce moment-là, il peut se passer quelque chose de dramatique, on va dire, sur les marchés. Eh oui. Pourquoi dramatique? Parce qu'en fait, les Japonais, ils investissent majoritairement sur les marchés étrangers, puisque chez eux, le levier, bon, c'est limité. Et s'ils veulent du rendement, ils sont obligés d'aller sur les marchés internationaux, d'une part, donc sur le marché actions, européen, américain, etc. Donc, un arrêt du contrôle de la courbe des taux pourrait pousser les Japonais, donc les ménages, mais aussi les fonds de pension, les assureurs et les grandes entreprises japonaises, à rapatrier leurs capitaux vers le Japon. Sachant qu'on a habituellement des rapatriations, des rapatriements, je le dis en anglais, mais c'est un rapatriement de capitaux de devises en début d'année au Japon. Et là, le mouvement pourrait être amplifié par l'arrêt du contrôle de la courbe des taux par les Japonais. Donc ça pourrait entraîner une vraie sortie d'argent des marchés européens et US. Donc là, voilà, c'est juste en termes de flux, c'est juste massif en fait. Ça peut Ouais, déclencher d'accord. un gros mouvement de repli sur les indices européens et américains, ne serait-ce que par rapport à ce flux de capitaux qui sortirait de ces zones économiques. Mais en Ouais, parallèle, il y a aussi un phénomène qui est ouais. fondamental et pour nous les traders, hein,
spécialisés, on a l'habitude. Pour les amateurs, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est les stratégies de carry trade, en fait. Qu'est-ce que c'est que les stratégies de carry trade? Un carry trade, c'est une stratégie de portage de taux d'intérêt. Donc, mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va investir dans une devise à haut rendement et en parallèle de ça, on va vendre une devise à faible rendement et sur une année pleine, on touche le différentiel de taux d'intérêt. Et avec les effets de levier, on peut augmenter cette rentabilité sur la devise. Donc, historiquement, le yen japonais, à cause justement de cette crise asiatique, a toujours eu un taux d'intérêt adossé à sa devise plutôt faible. Donc, du coup, les carry trade, les stratégies de carry trade ont consisté à utiliser le yen japonais comme monnaie de fonds. Monnaie de fonds, ça veut dire quoi? C'était la monnaie qui était vendue dans les stratégies de carry trade face aux devises qui avaient un fort rendement. Donc, si tu prends par exemple le cross dollar-yen, US dollar contre yen japonais, eh ben, les stratégies de carry trade, et notamment sur l'année dernière, avec une accélération des hausses de taux par la Banque centrale américaine, eh ben, les traders utilisaient le dollar US en achat et utilisaient le dollar yen en monnaie de fonds, c'est-à-dire la monnaie vendue, donc ils se mettaient long dollar yen. Okay, c'est des masses monétaires assez importantes qui ont été sur ces stratégies-là. Il y a beaucoup de hedge funds spécialisés sur ces stratégies de carry trade, et c'est Ouais, des masses énormes. ouais. Et ce qui pourrait se passer avec un arrêt du contrôle de la courbe des taux par les Japonais, on pourrait avoir justement un reflux, en plus du reflux sur les indices boursiers, un gros reflux sur ces devises-là, sur ces crosses de devises. D'accord? On l'a vu déjà entre septembre et décembre, et je pense que tu l'as vu à travers mes autres vidéos. Oui, J'ai vendu le dollar yen à 152 yens. D'accord? Et j'expliquais pourquoi je le vendais, parce que j'anticipais justement ce retournement de la part de la Banque centrale du Japon. D'accord? Ce pivot-là. Et si en effet, le pari a été gagnant, mais si en effet ils arrêtent la semaine prochaine, ils annoncent la semaine prochaine ou lors de la réunion de février, oui, parce qu'en fait, la semaine prochaine, ils vont me rendre un rapport de politique monétaire et ils vont faire un bilan de cette politique d'ICC depuis 2016. Donc, il est ouais. possible aussi qu'ils décident la semaine prochaine d'arrêter l'ICC. Et donc, ce qui pourrait se passer à ce moment-là, c'est que tu aurais l'ensemble des hedge funds qui sortiraient de leur stratégie de carry trade, ce qui entraînerait un mouvement massif sur le yen, un mouvement de hausse massif du yen et un sell-off généralisé de toutes les devises en face du yen, donc notamment Ouais, le forcément. dollar, l'euro, etc., etc. Et ce mouvement-là, à lui tout seul, entre le mouvement sur la devise, d'une part, sur le yen, et en parallèle sur les indices, avec le reflux vers le Japon, ce mouvement-là pourrait entraîner un crack, un vrai crack des marchés. C'est-à-dire que on parle de risque généralement sur les marchés. Et là, le risque, en fait, il vient de se déplacer sur le Japon. C'est-à-dire que tous les traders de la planète actuellement Mmh. sont en train de se focaliser sur ce qui pourrait se passer avec cet ICC japonais. Ouais, bien sûr. Ouais, j'étais un peu Alors long, donc n'hésite pas à poser des questions. alors, Ouais. justement, bah, alors justement, je vais en avoir quelques-unes, ça va être, heu, on parle de quel montant? Qui v de d'argent qui va être reflué? Parce que finalement, ça me fait complètement penser à ce qui s'est passé en 86, hein, justement, lorsque le dollar s'est fortement dévalué et que les capitaux ont été rapatriés vers le Japon, ce qui a gonflé les bulles, immobilières et financières de l'époque et bah, forcément qui dit bulle dit éclatement de la bulle, hein, crise des marchés, japonais, en 86. Ça me fait vraiment penser à ça, hein. Mais là, tout de suite, on parle de quel montant finalement si on pour que les gens pour que, on va dire, mes abonnés puissent se représenter, hein, dans leur esprit? Parce que moi, j'en ai une idée, très clairement, mais genre toi, en tant que professionnel, j'aimerais que tu le dises afin que ça soit assez clair, on va dire, dans l'esprit de nos auditeurs. Alors, si on additionne les capitaux qui sont sur les marchés actions, les marchés obligataires étrangers et sur Ouais. la devise, sur les stratégies de carry trade, on est en trillion, hein. On est sur des montants en trillions de dollars. Donc, Ah d'accord, un là, trillion, ouais, c'est juste astronomique, hein. On n'est pas en exactement, centaines de milliards, là, on est au trillion. c'est Là, ça. Donc jamais, là hein. là, Et je suis en train les entreprises, les instituts japonais, ils ont mis tout leur capitaux à l'étranger sur mmh ces mh. dernières années. Donc, on a vraiment on pourrait avoir vraiment un mouvement juste énorme, juste par ces sorties. Parce que quand on parle de sorties des marchés actions occidentaux, ça veut dire ils ferment leur position. Ils Bien ferment leur sûr. position, ils retirent leur argent et ils rapatrient au Japon. Donc c'est Mmh. juste astronomique. Et sur les carry trade, c'est pareil. C'est-à-dire que ils sortent du dollar, qui a été très largement acheté, ils sortent du dollar et Ouais. ils rapatrient dans leur devise. Donc ça veut dire que le dollar yen pourrait continuer son sell-off. Je pense qu'il peut, si
si vraiment on a une accélération de ce mouvement-là, si, enfin, en tous les cas, si les Japonais décident d'arrêter l'ICC et par là même décident, par exemple, de monter les taux pour suivre l'inflation, alors la montée des taux, attention, hein, la montée des taux, je ne pense pas, mais ça pourrait être une surprise. Parce qu'il y a quand même une inflation qui galope et pour essayer de la contrôler, pourquoi pas monter les taux. Mais en tous les cas, s'ils arrêtent le contrôle de la courbe des taux, à ce moment-là, les stratégies de carry trade tomberaient, ça serait direct, parce que les hedge funds, la plupart des hedge funds diraient OK, on bouge là, et on passe sur une autre monnaie de fonds. Alors l'autre monnaie de fonds pourrait être le franc suisse, hein, donc attention. Et si tu prends le cross de devise franc-suissienne, qui est autour des 139, 140 là aujourd'hui, qui est déjà pas mal tombé, puisqu'il a perdu 1000 points de base, il pourrait vraiment descendre fort. Et en plus, en parallèle, il y a la Banque centrale suisse. Bon, là, je ne vais pas digresser, mais la Banque centrale suisse, qui a subi une sacrée perte l'année dernière à cause de la force du franc suisse, pourrait se décider enfin à rentrer sur le marché et à ralentir ce franc suisse. Donc, on pourrait avoir un franc suisse utilisé en monnaie de fonds dans les stratégies de carry trade. Donc, du coup, un gros mouvement en fait, de reflux sur franc suisse yen, le cross franc suisse yen, qui pourrait redescendre, je pense, autour de 110. Donc là, c'est un de mes paris là, pour l'année actuelle, pour l'année devant nous. Donc, shorter le franc suisse face au yen, qui pourrait être intéressant. Je suis déjà exposé dessus et on va continuer. Oui, donc pour répondre à ta question, on est sur plusieurs milliers de milliards, hein, donc en trillions, ça se compte. Ouais. Et ouais, ça peut. En gros, ça peut être le big event de cette année, hein, clairement. Hein. C'est ce qui peut déclencher un mouvement massif. Je ne sais pas si tu as vu en septembre la Banque centrale d'Angleterre qui a dû intervenir sur le marché à cause de ce qui se passait sur le marché obligataire. Mais dis-toi, le Japon, c'est encore plus gros que ça et ça pourrait vraiment créer des cracks un peu partout. Hein. Ça pourrait être Ouais, vraiment bien sûr. significatif. Voilà. Mmh. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout va cracher, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un gros risque avec ce mouvement de la Banque centrale du Japon. Voilà ce que je suis en train de dire. Ah, Nous, dans bien notre sûr, oui. métier, on passe notre temps à scénariser. Donc, scénario A, il se Ouais. passe quoi? Scénario B, il se passe quoi? En fonction des scénarios, ben, on prépare les stratégies, on prépare les risques en face, la gestion de la monnaie, et en fonction des scénarios, ben, on intervient. Bien sûr, non mais très clairement, hein, les marchés sont en mouvement perpétuel, un peu comme un océan, comme l'eau d'un océan, et finalement, bah, il faut simplement se réajuster, réanalyser en permanence, les cou les courants, on va dire, pour pouvoir se dire: «OK, bah, finalement le courant est parti dans cette direction-là, donc il va se passer finalement autre chose». Mais quoi qu'il en soit, quand même tout converge, hein, depuis quelque temps vers un crack. Mais, alors sans dire qu'on va aller jusqu'au crack, parce que c'est un peu le titre de ma vidéo, hein, Crash Market, hein. Ouais. On tourne autour du pot, et je suis convaincu, qu'il va se produire d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a des contre-mesures qui font que bon, bah, ça évolue, hein, donc forcément, bah, l'analyse elle est à réviser, régulièrement, comme ce que tu viens de dire, et finalement, quels seraient les trous d'air, qui pourraient être causés par ces rapatriements, massifs de tels montants enfin enfin, et donc enfin je vais recommencer. Tu m'excuses, hein, je vais recommencer. Donc quels seraient les trous d'air qui seraient, attendus sur les marchés américains, par exemple, sur le S&P 500, sur le Nasdaq, enfin sur tous les indices, on va dire, hein, finalement, à minima? Bah, écoute, techniquement, juste pour reprendre ce que tu disais en préambule de ta question, oui, nous, sur les marchés, on fait pas de, comment dire? On on ne reste pas arrêté définitif sur une idée, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire qu'on considère, il y a une adage sur le marché qui dit: «Trend is your friend», hein, et c'est le ouais, marché, c'est le marché qui a raison, toi tu as tort. Donc tu t'adaptes. Tu ouais, t'adaptes et tu scénarises, et en fonction de tes scénarios, tu interviens. Si le scénario A est suivi par le marché, tu suis le scénario A. Si le scénario B est suivi par le marché, tu suis le scénario B. Donc ça, c'est notre job. Ensuite, concernant les trous d'air, justement, ce que tu disais, oui, en effet, on peut avoir, avec vraiment une sortie, ce pivot justement des Japonais, on peut avoir vraiment un mouvement dramatique de sortie de manière globale. Et je pense qu'on pourrait faire un moins 15 à 20% sur le S&P. OK. Pour te donner une idée, le Nasdaq prendrait une sacrée volée. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que les marchés actions sont ce qu'on appelle des risqués assets. Les actions, c'est des risqués assets. Donc, tu vas sur les actions quand tu considères que ben, comment dire, l'appétit pour le risque est là, c'est-à-dire que l'ensemble des investisseurs sur les marchés sont plutôt confiants, et tu vas là-dessus en sachant qu'il y a du risque, mais en face de ce risque, il y a du rendement.
Donc tu te dis: «OK, bon, ben, je suis prêt à prendre du risque pour aller prendre du rendement» et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, sur les marchés actions. Pourquoi? Parce que les banques centrales étaient là, la liquidité était là, et c'est les banques centrales qui avaient amené toute cette liquidité avec les quantitative easing successifs. Mais là, Bien en sûr. fait, on est passé à autre chose, on est passé à un retournement. Les banques centrales sont en train de retirer la liquidité disponible. Bon, pour l'instant, c'est plutôt calme parce que la Fed, en fait, c'est ce qui fait que, tu vois, pour répondre à ta question, en termes de contre-mesures, ce n'est pas vraiment des contre-mesures, c'est que la Fed, même si elle a monté les taux assez rapidement, sur les bilans, elle est plutôt calme, quoi. La réduction des bilans est plutôt calme. C'est pas encore significatif pour entraîner un crash. Donc la question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'elle accélérera sa réduction de bilan? Et pour le Japon, ben, s'ils font ce mouvement-là, c'est pareil, c'est un resserrement de la part des Japonais qui pourrait entraîner un mouvement dramatique. On a en parallèle la BCE, parce que les gens oublient la BCE, mais si on a un euro qui a fait un rebond, c'est d'une part certes le dollar, mais on a aussi une banque centrale européenne qui est beaucoup plus agressive. Le TLTRO s'arrête dans les semaines qui viennent. Les banques ont déjà resserré l'accès au crédit en zone euro. Ça va resserrer fort. Et donc, en gros, on a ce mouvement généralisé des banques centrales qui resserrent, ce qui fait que ben, la liquidité disponible pour les Exactement. entreprises, ben, elle se resserre, elle s'assèche, et la liquidité disponible pour les ménages, elle s'assèche aussi. Je pense sur le marché du crédit en France, des gens qui étaient, on va dire, qui avaient des dossiers de crédit qui passaient pour l'acquisition d'un bien immobilier il y a en septembre, et ben, terminé, il ne passe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est les banques centrales qui resserrent. Donc, banque centrale qui resserre veut dire moins de liquidité, ça tarit la demande parce qu'il y a moins de demandeurs puisqu'ils ont un accès au crédit plus compliqué. Donc, si tu as un accès au crédit plus compliqué, bah, tu ne peux pas acheter. Donc, si tu n'achètes pas, bah, Oui, voilà. Et c'est le but, hein, mais il faut être clair. Les banques centrales, elles veulent, occidentales en tous les cas, en tout cas, la Fed le répète, leur objectif, c'est de tarir la demande parce que pour eux, l'inflation actuellement, le seul moyen de vraiment la faire diminuer avec les outils dont ils disposent, comme ils le disent eux, c'est de tarir la demande. C'est ouais, toujours le même volet. Donc, mmh. tarir la demande, c'est quoi? Ben, c'est rendre plus difficile l'accès au crédit et au financement, et en parallèle de ça, casser la consommation et augmenter le niveau de chômage. Voilà. Plus de gens seront au chômage, moins ils consommeront. C'est le Bien levier sûr, que bien les sûr. banques centrales. Voilà, Ouais, on entre j'ai clairement. digressé. Non, mais c'est très, très bien. Ah, c'est très, très bien. Je te remercie beaucoup vraiment, parce que c'est très, 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 très intéressant, bah, de surtout de dire, voilà, on fait une vidéo qui traite enfin, qui traite du sujet, qui s'apprête à arriver et voilà, donc c'est daté, c'est documenté, enfin, c'est documenté, c'est très, très bien renseigné par un professionnel des marchés. Donc non, non, vraiment, je te remercie infiniment. Donc là, voilà, là, l'idée, c'est clairement, c'est qu'on entre dans un cercle vicieux, hein, dans une spirale de baisse, dans un cercle vicieux et voilà, donc effectivement, ça pourrait ne pas se limiter au seul, rapatriement des capitaux. C'est qu'effectivement, tu me dis le S&P 500 qui part de 15 à 20, bah, forcément ça va, donner une impulsion, sur le reste enfin, suite à cette baisse, on va dire, afin qu'elle continue à s'exercer jusqu'à atteindre un seuil où la baisse serait, bah, finalement, potentiellement incontrôlable et donc là, on serait vraiment dans un crack et bien sûr, j'ai pris le S&P Alors 500, c'est le attention, contraire. ouais, ce que Oui, tu dis, c'est juste, mais attention, comme je te dis, on reste toujours dans du scénario, c'est-à-dire que, oui, OK, alors, on a de manière générale un resserrement généralisé de la part des politiques monétaires, des banques centrales, OK, resserrement généralisé, on le voit sur les pays occidentaux qui ont bénéficié de ces quantitative easing, donc là, ça resserre. On a une banque centrale qui pourrait, la semaine prochaine, voire en février, être un peu plus agressive en arrêtant une politique de soutien de l'économie qu'elle a maintenue depuis 2016, sans discontinuer. Donc, tu vois, on a des éléments qui viennent se lier les uns aux autres, qui peuvent entraîner un chaos sur les marchés. Tu vois, donc on reste toujours dans un scénario, on ne sait pas, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas définitif, on ne sait pas s'il complètement, va y avoir crash, etc. bien Mais sûr. on est en train de gentiment de réunir plein d'éléments et ces éléments pourraient entraîner un mouvement massif. Donc voilà, Mmh mh. donc, on a une banque centrale américaine qui a resserré fortement et qui devrait continuer à resserrer, même si le marché est en train de défier la Fed actuellement, hein. Donc le Mmh. marché se dit, OK, ouais, mais la Fed, elle est allée trop vite, trop fort, il faut qu'elle se calme. Et en fait, tu as par exemple le rendement de l'obligation à 2 ans qui suit de très près généralement comment ça s'appelle, la politique monétaire de la Banque centrale, mais il est déjà en train de se replier. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le marché obligataire est en train de te dire,
la Fed va se calmer ou la Fed va arrêter ou la Fed va faire un quantitative easing. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'est Ouais, l'espérance des traders derrière. Moi, je pense pas. Je pense clairement que la Fed, elle va maintenir les taux élevés et qu'elle peut surprendre à la hausse encore. Je vise pour l'instant pour cette année 6% de oui, taux oui, oui. d'intérêt sur les US. Donc, on est vraiment au-dessus du terminal rate de la Fed, puisque là, pour l'instant, il est aussi autour de 5%. Mais moi, je pense qu'on va aller à 6%. Je pense que la Fed va aller à 6%. En Ouais, parallèle de ça, on a aussi une BCE qui devrait monter beaucoup plus que ce que le marché attend. Il se dit, le marché, ouais, mais si la BCE monte les taux trop vite, trop haut, avec la crise de la dette souveraine qu'on pourrait avoir, elle se calmerait automatiquement. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit dans la tête de la BCE de se dire, OK, oui, non, mais on va ouais, éclater la dette italienne ou la dette espagnole. Ils ont déjà parlé des outils anti-fragmentation qui permettraient justement d'éviter ces scénarios-là. Parce qu'elle peut très bien monter les taux et derrière, elle acheter les obligations souveraines italiennes, espagnoles. C'est pas un problème. complètement. Ouais, Même si tout le monde dit non, elle peut pas. Sur les 15 dernières années, on a vu les banques centrales faire des choses dont elles ne pouvaient pas, soi-disant, faire, mais qu'elles ont faites. Donc, exactement. elles peuvent très bien le faire. Mais oui, oui, donc tout ça pour dire, on a des scénarios, enfin, des éléments qui viennent s'accumuler les uns aux autres, qui nous disent, OK, attention, il peut se passer quelque chose de majeur. Et là, en l'occurrence, le dernier récent, enfin, l'élément le plus proche que je vois pouvoir créer un chaos sur les marchés, c'est bien sûr la Banque centrale du Japon qui pourrait vraiment créer un chaos sur le marché. Mmh mh. C'est assez historique là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec, avec ce scénario donc waouh! Alors, c'est pas encore fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien C'est pas sûr. encore fait, mais il y a des chances, il y a de fortes chances que les Japonais arrêtent le Mmh. contrôle à la courbe des taux et ça pourrait déclencher un phénomène en chaîne de manière généralisée. Mais ça pourrait, la surprise pourrait venir d'une autre banque centrale. Mais en tous les cas, ce qu'il faut comprendre, parce que je pense que les gens, en fait, ne font pas les liens, en fait. Et les liens qui sont importants, c'est le lien entre le marché obligataire et le marché action. Il ne faut pas Ouais, oublier que quand tu achètes l'action d'une société X, ouais, cette société qui est cotée en bourse, elle se refinance aussi par le biais du marché obligataire. C'est-à-dire que, certes, il y a la valeur de son action qui est achetée et la confiance des investisseurs qui est une chose, mais derrière, sur le marché obligataire, elle lève des fonds aussi. Donc, si le marché obligataire, les investisseurs s'échappent parce que la banque centrale resserre trop, ça veut dire que la même société, elle ne pourra pas aller se financer correctement et ça va entraîner des difficultés pour son développement futur. Donc, la valeur de son action va subir les conséquences. Donc, ce qui s'est passé sur les 15 dernières années, depuis la crise de 2008, techniquement, c'est un maintien par les banques centrales qui ont injecté de l'argent et qui ont, notamment sur le marché obligataire, et qui ont permis justement à ces entreprises de se refinancer, etc., de trouver de la liquidité. Mais là, on est en train d'assister au phénomène inverse. C'est ça qui pourrait déclencher un chaos généralisé sur les marchés. Là, les valeurs de la plupart des actions sur le marché sont disproportionnées par rapport à leur réalité économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a beaucoup de sociétés zombies actuellement sur le marché. Sociétés ouais, zombies, complètement. c'est quoi? C'est le niveau de dette de certaines sociétés comparativement à leur réalité économique Ouais, sont complètement disproportionnées. Je ne vais pas citer ouais. de nom, mais j'en ai plein en tête. J'en ai pas en tête là tout de suite, moi, contrairement à toi, je n'ai pas la vue sur les tableaux, mais clairement, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Effectivement, on va avoir demain un tsunami d'entreprises zombies qui vont s'abattre, qui vont déferler sur les marchés et qui vont leur donner un sacré coup, hein, donc C'est ça, mais forcément. la conséquence justement de ça, c'est que enfin, là, on le surveille de près. Il y a un bon nombre d'entreprises qui vont faire défaut cette année. Faire défaut, ça veut D'accord, dire qu'elles ne pourront pas rembourser leurs dettes. ouais, Alors, tu prends l'exemple de la France, par exemple, puisque tu es français. Regarde en France. Tu as eu quoi? Tu as eu la période Covid en 2020. ouais, OK? Pendant la période Covid, exactement. il y a l'État qui est venu en garantie sur les prêts accordés par les entreprises, par les banques. Je crois qu'il s'appelle le PGA ou le PGE. Enfin, Le bref, PGE, prêt ouais, le garanti par PGE. l'État. Ouais, Mmh. voilà, c'est ça. Donc, ouais, tu as eu le PGE. Donc, ces entreprises, OK, bah, elles ont pu se maintenir à flot pendant la crise Covid, sachant que bah, elles n'avaient pas d'activité, pas de clients, plus les confinements, etc. Donc, enfin, on connaît l'histoire. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elles sont en train de rembourser leurs PGE qui sont limités dans le temps. Donc, je crois que c'est à 4 ans maximum. Et là, elles vont se prendre dans la figure, enfin, elles ont commencé à se prendre dans la figure, la crise énergétique. Et je pense qu'on va avoir un rebond sur les prix de l'énergie, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, Ouais, imagine rembourser un PGE avec une période limitée dans le temps. Donc, ça veut dire des remboursements beaucoup plus élevés à quoi tu peux faire, à quoi tu peux t'attendre avec un crédit classique, un financement classique. Et en parallèle de ça, les prix de l'énergie qui te font flamber les factures
se font monter les charges, quoi. Donc tu peux pas. Exactement. Donc, Mmh. donc voilà, donc ce qui va se passer pour beaucoup d'entreprises françaises, c'est des défauts. Mais c'est pas uniquement à l'échelle de la France que ça se passe. Ça se passe à l'échelle occidentale, Mondial. totalement, tu Ouais, vois. Donc là, ouais, vraiment, tous complètement. les pays occidentaux sont, on va dire, dans cette même cocotte minute, si je peux employer l'expression. Et voilà, les C'est le cas? défauts vont arriver, hein. Cette année, on va avoir je pense qu'on devrait avoir des défauts massifs. Ouais, d'accord. Parce que je les attendais depuis un petit moment et c'est vrai que ça traîne en longueur. Je me dis: «Bon, OK, c'est c'est trop lent, c'est trop long». Bon, écoute, Après, tu sais, heu, voilà, un crash, si tu veux, un crash, ça se prévoit pas. Parce qu'après, tu vois, les gens vont te dire, oui, mais c'est après coup, tu vois, après coup, ils vont te dire, ouais, mais c'était facile de le prévoir, c'était facile de le prévoir. Nous, on n'est pas en train de le prévoir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on analyse les phénomènes éco, mmh, et en fonction de ces phénomènes éco, on se dit, OK, bah, il y a des chances qu'on aille dans telle direction. Si ouais, demain, complètement. par exemple, les banques centrales se disent, OK, on va éviter la catastrophe, on refait un pivot, etc., et on se remet à injecter de la liquidité, à ce moment-là, je changerai d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Bien Mais sûr. pour l'instant, la direction que sont en train de prendre les phénomènes économiques vont dans le sens d'un resserrement généralisé, d'un défaut en chaîne, et forcément, bah, les marchés actions qui sont liés à tout ça, bah, prendront une claque. Mais tu sais, les devises, souvent, en fait, les gens oublient la monnaie, en fait. Les devises, généralement, elles disent la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses Complètement. assez classiques, en fait, c'est que la devise, elle concerne toute une économie, parce que les gens regardent leur monnaie en considérant que c'est juste leur pays ou leur zone, etc., mais ils ne regardent pas dans un contexte plus large. La monnaie concerne une économie. Si ta monnaie part en tendance baissière, c'est peut-être qu'adossé à cette tendance baissière, ben, il y a une zone économique qui est à risque. Tu vois ce que je veux dire? Et à Complètement. l'inverse, si ta monnaie se renforce. Ouais, complètement. Je vois parfaitement de quoi tu parles pour avoir déjà tradé, et peut-être mangé des claques, donc je me souviens du fait effectivement de ne pas avoir à ce moment-là pris suffisamment en compte l'environnement macroéconomique et être resté un peu trop focus sur l'économie, du pays en question et donc j'ai appris, hein, Mm. c'est des choses qui arrivent, voilà, j'ai appris. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais dans mes formations, c'est que tu peux avoir une super entreprise innovante, etc., et de beaux projets pour l'avenir, etc., mais le bain économique dans lequel elle est peut être le gros risque pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc complètement, voilà, il ne faut pas focaliser uniquement sur la société, qui peut être sympa, mais faut regarder le tout, quoi. bien sûr. Bah Mondialisation, ça va pour tout. Ça va dans tous les sens. Il faut surveiller tout ce qui se passe partout, quoi. ouais, bien sûr. Ouais, donc, Je ouais, te juste remercie. fini pour en revenir à l'ICC. Enfin Ah, voilà, l'ICC, ça peut être l'élément majeur pour les prochaines semaines oui, qui peut retourner le marché, hein, qui peut vraiment violemment le retourner. En tous les cas, sur le FX, ça aura forcément une incidence. Donc sur le FX, donc c'est toutes les crosses de devises face au yen vont réagir. La volatilité du FX risque d'augmenter fortement sur les prochaines semaines. Si les Japonais bougent. En parallèle, le franc suisse qu'on suit de près, de la même manière. Donc voilà, il peut se passer quelque chose de majeur. Donc le FX à suivre. Et tu l'as vu la semaine dernière, le mouvement sur le FX, hein, on a eu du 500-600 points sur dollar yen, euro yen, franc yen, etc. Parce que le ouais, marché est déjà en train de l'anticiper, hein, c'est-à-dire qu'il y a mmh, beaucoup de hedge funds qui commencent à sortir des stratégies de carry trade parce que ils commencent à. Pas que nous, tu vois, on n'est pas les seuls. Tout le monde commence à se dire, oui, attention, les Japonais, ça peut bouger, et si ça bouge, enfin voilà, il y aura des conséquences sur tous les marchés. ouais, complètement, complètement. Écoute, je te remercie beaucoup, hein, pour cette intervention à nouveau, vraiment. Avec plaisir. On a une petite quarantaine de minutes d'échange, donc c'est vraiment agréable. Je te remercie beaucoup et puis, bah, je te dis à une prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo, sait-on jamais, je l'espère. Super, ben, bonne trade et à bientôt. À bientôt, merci, ciao, ciao. J'espère que la vidéo vous a plu. Et alors, je vais reprendre un petit peu plus au ralenti que ce qu'il dit, que ce qu'il a pu dire, pour que vous puissiez avoir le temps de digérer un petit peu tout ça. Alors, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes que je vous invite à regarder, mais c'est du déjà vu ce qu'on a dans l'histoire de la finance de marché. En 1986, on a eu un crash, un crash en Asie, notamment un crash au Japon, suite au rapatriement massif de capitaux. Ce qui, à nouveau, comme il vient de l'expliquer, est sur le point de se produire. Alors, vous avez dans les années 70 deux crashs pétroliers qui provoquent une violente remontée des taux début des années 80. Ce qui fait que le dollar s'effondre, sa valeur s'effondre.
Ce qui fait que les capitaux fuient, les capitaux de la planète, notamment du Japon, fuient les États-Unis. Et ce qui fait qu'ils vont se réfugier sur la bourse japonaise. Sauf que les montants étaient tellement colossaux que la bulle immobilière, parce qu'on on a des capitaux qui arrivent massivement, et puis tout le monde cherche du rendement, alors tout le monde va là où il peut. Et naturellement, ça fait gonfler la valeur des produits sur lesquels on investit, et qui va bien au-delà de la valeur réelle, en tout cas du rendement réel qui va être fourni. Cette violente montée des bulles, on va dire, forcément, une bulle, hein, c'est le terme, hein, c'est que ça éclate. Et donc, on a eu un crash à ce moment-là, au Japon. Et voilà, donc vous l'avez compris, c'est en train de se reproduire. Comment dire? Pour continuer dans ce que je viens de vous dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Japon, depuis, il s'en est pas remis. En fait, il est rentré dans une période de stagflation qui a duré. Mais dans le monde, le Japon, son modèle, il fait figure d'exception. Pas d'exception dans le sens c'est exceptionnel, mais c'est dans le sens où c'est plutôt à part. Voilà, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est juste que c'est à part. Depuis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la dette japonaise, qui est très très élevée, très, très supérieure à son PIB, par rapport à à bon nombre de pays dans le monde, en termes de pourcentage, hein, eh bien, comment dire, cette dette est détenue par la population. Elle n'est pas détenue par les traders, par les marchés boursiers de la planète. Ce qui habituellement est le cas. La dette américaine, la dette européenne, la dette de tous les pays du monde en général, ce sont les traders qui se l'échangent contre un certain rendement, enfin, voilà, qui font leur vie tranquillement sur les marchés boursiers pour gagner leur vie. Alors qu'au Japon, en fait, ils vivent un peu en autarcie à ce niveau-là, comme pour tout le reste d'ailleurs, et vraiment sur ce point-là, en fait, leur dette elle est détenue par la population. Voilà. Donc lorsque le pays a besoin d'argent, il va avoir tendance à emprunter auprès de sa population, ce qui lui permet de gonfler sa dette comme il le fait. Alors, pour ce point-là, c'est plutôt clair. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, un peu de technique. Comment dire? Le mécanisme de base, et où je pense que tout le monde le voit en ce moment à travers le monde, c'est que lorsqu'on a besoin, lorsqu'on a de l'inflation, le mécanisme qui va être mis en place, ça va être de remonter les taux pour tuer l'inflation, en tout cas pour la garder à la distance limite qui a été définie comme étant la distance à laquelle on contrôle son inflation, et donc c'est à 2%, pas au-delà. Alors, avec toute cette période de stagflation qu'a connue le Japon, aussi étonnant que ça puisse paraître, encore une fois, c'est la partie qui fait que le Japon figure d'exception dans le monde, ils n'ont pas eu assez d'inflation. Alors, à l'inverse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un programme, un QI très très important, donc un QE, pardon, très très important. Donc un QE, c'est ce qu'on appelle un quantitative easing, qui est l'exact opposé du quantitative tightening. Donc le quantitative easing, c'est le fait d'imprimer massivement de l'argent pour inonder le marché de cet argent. S'il y a 2 fois plus d'argent, la valeur des produits s'effondre, ce qui crée de l'inflation. Je donne, quand je dis 2 fois plus, c'est moi qui prends le chiffre pour vous donner une idée, que ce soit percutant dans votre esprit. Et donc, oui, parce qu'il faut 2 fois plus d'argent pour acheter un produit dont le prix n'a pas... forcément, c'est pas qu'il n'a pas bougé, c'est qu'il a... sa valeur reste la même. Donc son prix, il a simplement doublé du fait qu'il y a 2 fois plus de liquidité sur les marchés, tout simplement. Et donc, le talent de Kuroda, donc, ça a été c'était le patron de la Bank of Japan, ça a été de contrôler la courbe des taux, afin de contrôler l'inflation. Et donc, il a mis le YCC en place afin de contrôler son inflation. Et donc, gentiment, elle est montée à 4%. D'où le fait que les traders de la planète mettent la pression sur le YCC par le swap des taux en anticipant en fait que ceux-ci vont être révisés à la hausse. Ce qui fait qu'à la fin des fins, à 1%, comme c'est déjà atteint au moment où je vous parle, en tout cas anticipé par les traders de la planète qui achètent des swaps de taux à 1%. L'étape suivante, c'est forcément que la banque du Japon soit obligée de mettre le YCC à 1%, ce qui la contraindra donc à arrêter le programme, du YCC, tout simplement, qui va devenir trop coûteux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie historique et un petit peu de partie technique. N'hésitez pas à la répéter, revoir cette séquence-là pour vous faire un dessin à la limite, si ça peut vous aider à comprendre le mécanisme que je viens de vous expliquer, parce que c'est vraiment important.
de comprendre pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ce crack hein, finalement. Ah oui, alors j'aimerais préciser une chose. Il y a des paires de devises, hein, il y a des pays plutôt, hein, même, bon, paires de devises, pays, c'est pareil pour moi, mais pour être plus clair, il y a des pays qui se livrent une véritable guerre économique sur les places boursières de la planète. Et c'est important parce que quand on fait des trades, notamment sur le marché du Forex, du Foreign Exchange, le FX, faut savoir qu'il y a entre 2500 et 7000, voire 8500 milliards de dollars de transactions par jour. C'est assez énorme ce que je dis, je sais, ça paraît incroyable, mais on est bien loin des trillions, du trillion qui serait engagé concernant cette histoire d'YCC. Et en fait, lorsqu'un pays annonce une chose, les États-Unis, je pense, ou le Japon, il faut savoir que c'est très très bien en général de trader sur cette paire de devises, parce que la violence est tellement importante que le nombre de points que vous allez pouvoir chercher à gagner sur les marchés, c'est sur cette parité de devises que vous allez l'obtenir. Plus que si vous prenez le Japon avec le yen avec le yuan, ou alors le yen avec le dollar australien, ou le yen avec l'euro. Enfin, voilà, c'est vraiment la paire de devises. S'il y a un chiffre à trader tous les mois sur le NFP, eh ben, j'ai envie de dire que s'il y a, une paire de devises sur laquelle il faut trader, c'est le dollar yen, tout simplement. Et depuis décembre, hein, comme le dit mon ami trader, on voit que le dollar il a pris que le yen il a pris une sacrée claque, parce que finalement il est en train de se renforcer hein, naturellement. Donc le dollar diminue et le yen se renforce. Quand on dit qu'il se renforce, il faut comprendre qu'il n'est pas en train, par exemple, de passer de 100 yens à... Enfin, il est à 149 précisément, il est tombé à 127. Ça veut dire qu'en en faisant passer de 149 à 127, je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est que ça veut dire que sa valeur est en train d'augmenter. Là, scripturalement parlant, le chiffre diminue, et parce qu'on le voit diminuer, il s'apprécie, tout simplement. Si vous avez avec alors le yen, ça peut être un peu compliqué. Donc je vais prendre par exemple un euro avec un dollar. Si vous avez un euro et et que pour un euro vous avez $1,50, ça veut dire que vous avez bien un euro qui est très fort face à un dollar. À l'inverse, si vous avez un euro et que vous avez 0,50 centimes de dollar, ça veut dire que vous avez un dollar qui est très fort face à un euro. Parce que seulement un demi-dollar vaut un euro. Donc là, c'est le même principe. Vous avez un yen qui est passé de 149 à 127 au moment où je vous parle. Donc, comme le chiffre est en train de diminuer, ça veut dire que le yen est en train à nouveau de s'apprécier, de se renforcer. Tandis que le dollar, il diminue. De toute façon, on le voit sur les graphiques que je vous affiche là. Donc voilà, pour cette partie-là. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la revisionner tranquillement, histoire d'intégrer le concept. Suivez bien l'actualité des semaines à venir sur le Japon. Dès ce mardi, ça risque d'être très très chaud. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.